Donc là, ce soir, on va, comme vous voyez sur la diapo, on vous a présenté jusqu'à présent un diagnostic, on a élaboré un projet d'aménagement et de développement durable. Et aujourd'hui, ce projet de développement durable doit être traduit réglementairement dans 2 documents, enfin 3 même, le règlement et ses documents graphiques, et puis pour certains secteurs particuliers, des orientations d'aménagement. Donc on vous fait un rappel. Oui, donc peut-être un petit rappel du planning quand même. Hein. Donc la commune a lancé la révision du plan local d'urbanisme par délibération du 25 septembre 2008. Entre le mois d'avril et juin 2009, le diagnostic et l'analyse de l'état initial de l'environnement ont été menés. Nous avons une réunion avec les personnes publiques de l'État en septembre 2009. Vous savez bien sûr que l'État est associé à nos travaux. La première réunion de concertation, c'était donc également octobre 2009. Ensuite, entre novembre et mars 2010, on a élaboré le projet d'aménagement et de développement durable. On a eu une réunion de concertation en février 2010. Et ensuite, de mars à septembre 2010, il y a eu un débat, j'ai oublié d'abord qu'il y a eu un débat en conseil municipal sur le projet d'aménagement et de développement durable en mars 2010 également. Et ensuite, entre mars et septembre, on a élaboré le document graphique, le règlement des documents graphiques, avec une réunion avec les personnes publiques associées, entre-temps, en juillet 2010. Et ce soir, donc, nous avons la réunion de concertation. À l'issue de ça, comme disait M. le maire, le 18 novembre, le conseil municipal va arrêter le projet. Ensuite, le projet arrêté va être transmis aux personnes publiques associées qui auront 3 mois pour émettre leur avis. Les personnes publiques associées, c'est l'État, conseil régional, conseil départemental, également les chambres consulaires, les communes avoisinantes, notamment. Donc ensuite, l'État va envoyer son avis et l'avis de l'ensemble des personnes publiques associées. Et le projet, avec les avis de l'ensemble des services, va être mis à l'enquête publique. Donc vous aurez à nouveau l'occasion de vous exprimer pendant 1 mois auprès d'un commissaire enquêteur pour faire part de vos observations, vos remarques. Et le commissaire enquêteur aura lui-même 1 mois après pour rédiger son rapport. Et à l'issue de ce rapport, la ville étudiera à la fois les avis d'État, le rapport du commissaire enquêteur, ajustera et modifiera, le cas échéant, les éléments qui soient souhaitables d'intégrer, et pour une approbation en juin 2011. Voilà. Bon, je vais faire vite parce que c'est effectivement l'étape, c'est le diagnostic d'état initial d'environnement, les prévisions et les besoins, ensuite l'expression du projet, et donc les 2 derniers petits carrés bleus, donc c'est les orientations d'aménagement, les zonages de règlement. Donc c'est important on voulait vous remettre pour mémoire, parce que peut-être que vous n'avez pas nécessairement tous en tête, en fait ce que définit le projet d'aménagement et de développement durable. Donc je ne vais pas vous lister et vous commenter à nouveau cette carte, mais c'est l'expression des grands enjeux, des grandes orientations qui ont prévalu en fait dans le projet. Donc on peut simplement remarquer que tous les espaces naturels et boisés sont préservés en vert, ainsi que les espaces agricoles, que vous avez également des zones d'urbanisation qui sont préservées et maintenue. Et également, vous avez une zone particulière qui est une zone que l'État vous impose d'ouvrir à l'urbanisation à l'horizon 2015. Et puis des secteurs protégés. Et ce que vous avez ici en arrondi, c'est l'idée qu'une ville qui doit grossir doit avoir une centralité adaptée à sa population et que le PLU intègre le fait qu'à court, moyen ou long terme, il y aura du travail sur ce secteur. Donc après, on va rentrer dans le vif du sujet de la réunion de ce soir. Donc c'est le zonage du projet de PLU. Donc le projet de PLU, la
zonage, donc vous voyez sur cette carte, et également d'un règlement. Chaque zone est accompagnée d'un règlement, qui se compose de 14 articles qu'on détaillera après. Donc les zones du projet PLU, qu'elles se composent tout d'abord de zones urbaines, qui s'appellent des zones UA, UB, UC, donc ça commence par U, comme urbain. Donc on a plusieurs zones qui sont détaillées sur ce plan. Donc la zone UA qui est la zone centrale, le centre ancien, centre historique et ses faubourgs. Elle est en marron sur la carte. La zone UB, donc là c'est tout le secteur de la hébergerie et du prieuré. Les zones UC sont les zones pavillonnaires essentiellement. Donc on les détaillera tout à l'heure. Hein. Vous verrez plus précisément les règles générales qui s'appliquent. Donc les zones UD sont apparaissant en jaune sur cette carte. La zone UX, qui est plus à vocation économique, activité économique, donc en violet. Ensuite, nous avons les zones A urbanisées. Donc ça, c'est toutes les zones qui vont être urbanisées dans l'avenir. Donc avec deux niveaux d'urbanisation, enfin deux échéances, on peut dire. La zone 1AU, qui est urbanisée à court terme, et la zone 2AU à plus long terme. Ensuite, la zone agricole, c'est la zone A, donc en jaune très clair, donc qui représente les terres agricoles. Et enfin, la zone L, qui représente donc les zones naturelles sur le territoire. Donc là, vous voyez que certaines zones naturelles et forestières intègrent des constructions, donc on vous expliquera tout à l'heure. Juste pour préciser, la zone 2AU, qui est à urbaniser à plus long terme, ça sera à urbaniser après révision du PLU. C'est-à-dire que le PLU qu'on élabore en ce moment ne traitera que des zones 1AU et des zones UA et des zones N et A. Alors, donc là, on commence la partie donc, règlement. Donc, le règlement, donc, pour chaque zone, vous aurez 14 articles qui sont réglementés, sachant que seulement 2 sont obligatoires. Ce sont les articles 6 et 7. Donc, on va vous détailler un peu ce que contient chaque article. C'est-à-dire que quand vous allez regarder le règlement qui s'applique sur la zone qui vous intéresse, vous aurez tous ces articles-là qui seront détaillés. Donc à l'article 1, en fait, sont réglementées les occupations et utilisations du sol qui sont interdites, parce qu'on ne peut pas, les locations qui sont interdites sur le secteur. Et dans l'article 2, ce sont les occupations et les utilisations du sol qui sont soumises à des conditions particulières. Et en fait, ces locations sont classifiées en plusieurs... oui, il y en a 9 types. Donc là, vous les voyez énumérés. Donc on a l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, les entrepôts et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Donc en fait, ça c'est le code de l'urbanisme qui vous donne une classification avec des types de construction. Donc ensuite, l'article 3, ce sont les conditions de dessert des terrains par les voies publiques ou privées et les conditions d'accès aux voies ouvertes au public. Ensuite, à l'article 4, ce sont les desserts des terrains par les réseaux, donc c'est les réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement. Et pour les zones qui n'ont pas d'assainissement collectif, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel. Donc là, c'est tout ce qui concerne les réseaux. Et à l'article 5, ce sont la superficie minimale des terrains constructibles. Ces trois articles sont en règle générale communs sur toutes les zones urbaines de la commune, puisqu'en fait, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent pour tous, puisque ce sont des... Voilà, on pense que c'est normal que tout le monde ait les mêmes règles sur ces thèmes-là. Juste préciser quand même quelque chose, c'est que la superficie minimale des terrains constructibles ne peut être réglementée que dans 2 cas particuliers, soit quand il n'y a pas d'assainissement collectif, soit pour des motifs d'ordre paysager. Sinon, on ne peut pas fixer de règles. Donc, c'est vrai que, pour rejoindre ce que disait Claire, c'est qu'effectivement, sur votre territoire, l'article 5 n'est jamais réglementé. Parce que là où il n'y a pas d'assainissement collectif, c'est les zones qui sont peu urbanisées, donc ça ne se justifie pas. Et toutes les zones urbaines sont d'assainissement collectif.
Et il n'y a pas de raison de paysage pour mettre des superficies minimales de terrain. Donc là, on passe aux deux articles qui sont obligatoires, ce sont les articles 6 et 7, qui réglementent en fait tout d'abord l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques. Donc là, c'est comment la construction va s'implanter par rapport à la voie et à l'emprise publique, notamment à la voie. Donc en fait, toutes ces règles seront illustrées dans le PLU quand vous viendrez le consulter par des schémas qui vous expliqueront plus clairement les... Oui, d'ailleurs, à ce titre, toutes ces règles de ces 14 articles sont détaillées en fonction de chacune des zones. Ce soir, pour des raisons très compréhensibles, on ne va pas vous détailler les 14 articles par zone, sinon on n'aurait pas assez de la nuit. Mais on va vous faire une synthèse des changements principaux ou des grands principes pour chacune des zones. Pour le détail de ces 14 articles, vous êtes bien évidemment invité à le consulter en mairie ou on le mettra en ligne, bien évidemment, sur notre site. Juste pour illustrer, en fait, les petits schémas qui sont là, parce que comme disait M. Sim, on ne va pas tout détailler. Là, par exemple, les petits dessins que vous avez sur la droite de l'écran, ça montre en fait des implantations de construction qui sont dans les parties historiques de votre village. Donc c'est la zone UA et notamment ces faubourgs. Donc là, par exemple, ces constructions, elles sont à l'alignement de la voie. Elles sont également implantées sur une limite séparative. Et la règle, c'est comme ça qu'elles sont aujourd'hui dans le village. Et donc la règle du PLU, elle indique que les constructions doivent s'implanter sur toute ou partie d'une façade à l'alignement et également au moins sur une limite séparative. Ce qui fait qu'en fait toutes ces configurations-là rentrent dans la règle. En revanche, cette configuration-là n'est pas possible dans une zone historique puisque ce n'est pas du tout les caractéristiques qui se trouvent. Par contre, dans d'autres secteurs, ça peut être possible. Donc en fait, le règlement du PLU, bien sûr, n'illustre pas toutes les implantations, mais c'est pour expliquer qu'on peut, dans des secteurs particuliers comme ceux de la zone historique, illustrer par des schémas pour que les gens comprennent mieux ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. L'intérêt ici, c'est par exemple de pouvoir préserver des murs en pierre et puis des arbres derrière les murs qui participent aussi à la qualité du paysage sans avoir forcément la maison en totalité en façade sur la rue. Ces schémas sont très importants parce que dans l'actuel règlement du poste, vous n'avez pas de schéma. Donc c'est que du texte et ça prête souvent à l'interprétation ou à une mauvaise compréhension. Donc là, ces schémas sont très importants, ils font partie de l'article en question, ils